On entend souvent dire que le métier de dev est un métier d'artisan, car au final très manuel et dans la construction. Ici, on y répond parfois que c'est un métier d'artiste, car très lié à de l'inspiration et de la création. Pour enfin répondre au débat, cet été nous allons rencontrer des artisans et des artistes pour savoir comment ils travaillent et quelles sont les similarités dans nos activités. Aujourd'hui, pour répondre à ces questions chantantes, je ne reçois pas Sébastien Tellier, mais il s'y connaît. Henri Tournel, Oldelaf, bonjour. Mais bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Oldelaf, du coup, la première question que j'aurais pour toi, c'est déjà, toi, tu te définis plutôt comme artisan ou comme artiste ? Écoute, alors, de base, moi, j'aime pas me définir. Moi, ça a toujours été un vrai souci, c'est qu'on aime que les gens se définissent. On a envie de savoir ce que les gens sont ou font avant même de savoir qui ils sont. Et ça m'embête. Donc, généralement, je me définis pas et je laisse aux gens le soin de le faire. Maintenant, au fond de moi, j'espère que je suis artiste. Ok. J'espère que je suis artiste parce que je crois m'inspirer vraiment du quotidien et des gens que je croise, de l'humeur, pour essayer de créer des choses et des choses originales. Donc, je crois imprimer un petit peu de moi dans mes chansons, dans ce que j'écris, dans mes blagues, voilà, j'espère pouvoir un petit peu faire un petit tableau, changer un petit peu la vision qu'ont les gens sur les choses en leur présentant mon travail, ouais, j'espère. Okay. Je croise les doigts pour ça. Donc, du coup, si je comprends bien, pour toi, la distinction entre ces deux métiers, c'est que l'artiste, il y a une démarche qui est très personnelle et qui a une vocation à toucher les gens ou à les amener à réfléchir sur quelque chose. Il y a une démarche de réflexion, de sentiment, on va dire, peut-être ? Je crois qu'être artiste, c'est avoir un point de vue, au moins. Un point de vue, c'est de pas forcément violenter les gens, mais en tout cas les faire automatiquement réagir. Il y a une volonté de réaction. Si je dois l'opposer au métier d'artisan, je me dis que l'artisan, il peut faire un très bon artisan. Il doit répondre à ce qu'on attend de lui. Il doit répondre à ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire de faire ce qu'on espère, de faire l'objet, d'appliquer son art, mais je dis bien art, mais d'une manière attendue. Je crois que la chance de l'artiste par rapport à l'artisan, c'est d'avoir le droit à l'inattendu. C'est-à-dire de pouvoir improviser. Et du reste, je fais énormément ça sur ma vie, mais j'ai pas envie de me cantonner à ça. Du reste, je me fais surprendre moi-même par mes inspirations, par mes envies. Il y a de temps en temps, je fais un métier d'artisan, c'est qu'on me demande de faire des chansons presque sur commande, des chroniques, il faut que ça fasse rire un petit peu réfléchir, machin. Mais c'est un cahier des charges à respecter. Ouais, c'est ça. Puis tu as un endroit attendu de ton travail. Et là, tu travailles comme un artisan et je fais au mieux ce que je sais faire. Mais parfois, je crois que ça touche à l'art parce que c'est qu'il y a une part d'inattendu. Il y a une part de... Moi, je me fais surprendre par là où mon inspiration me mène. Je me fais surprendre par ce qu'elle dit de moi. Je me dis, mais c'est moi qui pense ça, c'est moi qui ai écrit ça. Et... Parfois, je suis fier, parfois, je suis un peu emmerdé, parce que je me retrouve avec quelque chose que je ne sais pas forcément utiliser. Et
Et je sais pas niveler, quantifier. Je sais pas si ça aura un retentissement auprès des gens ou pas. Du reste, je m'en fous. Au moins, je le vis comme ça. J'en accouche. Mais en tout cas, ça me bouscule moi dans un premier temps. Et puis parfois les gens. Et en disant, tiens, c'est pas exactement ce qu'on attendait. Et ça, c'est tant mieux. Ok. C'est assez. Alors, c'est très poétique, ce côté d'inspiration qui te vient et qui, même parfois, te chamboule toi personnellement et que tu sais même pas forcément comment recevoir. Pour toi, c'est un truc. Cette inspiration, c'est un truc vraiment divin qui te tombe dessus, qui est une espèce d'épiphanie d'un coup. Ou est-ce que c'est une concentration, une agglomération de tout un travail que tu fais au quotidien, justement pour travailler cette inspiration, pour la cultiver, qui aboutit à un truc à un moment? Il y a eu plusieurs parties. C'est que moi, j'ai la chance d'être un très vieux monsieur. Hein, tu sais, déjà, je fais partie des gens qui ont connu Casimir et tout ça. Donc, j'ai travaillé pendant longtemps et j'ai vraiment bossé mon sujet, que ce soit musicalement, que ce soit au niveau de l'écriture. J'écris énormément de chansons. J'ai écrit beaucoup de choses et il y a une partie du travail, enfin de tout ce travail qui n'en était pas un, qui était juste du plaisir. J'apprends à écrire, à me laisser aller, à m'écouter un petit peu. Et aujourd'hui, en effet, il y a des moments dans ce qu'on me demande de faire, dans mes engagements professionnel où je peux coucher sur le tapis une chanson au gré de méthode et je sais le faire et ça impressionne parfois la quantité de choses que je peux écrire et je crois parfois avec de la qualité, mais voilà, il y a une expérience et là-dessus je fais ce qu'un artisan saurait faire, c'est de dire voilà, il y a besoin de produire tant d'objets, tant de sculptures, tant il faut retaper des cloisons. Bon voilà, je sais faire beaucoup de chansons et je les fais énormément. Enfin, étant engagé moi sur RR Chansons par exemple, l'année dernière, j'avais une chronique quotidienne, une chanson à faire par jour. Ah oui, parce que maintenant tu es passé en hebdomadaire. Voilà. En quotidienne, moi je trouve ça énorme, cette capacité à produire un truc chaque jour, différent sur l'actualité et compagnie. Je trouve que c'est un... Et tu vois, c'est qu'en l'équivalent de 6 mois, j'ai fait pendant 6 mois la quotidienne. Et je leur ai fait l'équivalent de, je crois, 8 albums, je crois, un truc comme ça. 8 albums en 6 mois. Et là, je veux bien aller voir le nombre de gens qui sont capables de produire des chansons qui, je crois, pas mal étaient assez marrantes. Et le but était de faire rire. Donc c'est là, pour le coup, une difficulté supplémentaire. Mais je crois avoir été assez bon là-dedans. Mais dans ces manières-là, je suis capable de faire. Si tu me demandes de faire une chanson, d'ici 5 minutes, tu me donnes un sujet, une chanson, je pense que je peux t'écrire vraiment quelque chose original qui n'aura jamais été fait. Voilà. En revanche, c'est pas ce que je considère comme de l'art. C'est une maîtrise, c'est une compétence que j'ai. Mais c'est pas nécessairement de l'art. Je vais pas moi être fan, en admiration devant ce genre de choses, tu vois. En revanche, pour beaucoup dans ma carrière, dans mes chansons, dans mes albums, dans ce que je garde de moi, ce sont des chansons qui sont arrivées presque par... Alors, je sais pas si tu y mets un côté divin ou en tout cas un côté... le hasard, un mot, une expression, une phrase, quelque chose qui m'arrive d'un seul coup, comme j'ai dans la tête... Et dans le meilleur des cas, la musique et les paroles qui se marient tout de suite. Un refrain qui arrive, mais de je ne sais où, vraiment. Je peux pas te dire ça arrive comme ça. Est-ce que ce sont des réminiscences de vieilles chansons qui reviennent, qui se croisent? Mais bon, la plupart sont des... Pas la plupart, enfin mes chansons sont, je crois, originales, mais de temps en temps, il y a des inspirations, des choses qui évoquent d'autres chansons, mais en tout cas, la plupart du temps, je crois que ce sont des chansons vraiment originales, et ça vient d'une manière que j'ai du mal à analyser. Mais ça c'est pas de l'artisanat. Ça, c'est, je crois, autre chose. Et ces chansons-là, moi, je peux en être fan.
Il y a des chansons de moi que j'adore, que j'aime bien écouter, parce que j'ai été je crois que c'est les Grecs qui voyaient ça comme un vase. Je sais que tu étais là comme pour recevoir les informations des muses. Je sais pas ce que c'est, je sais pas sous quelle forme ça se passe. En tout cas, je sais que il y a quelque chose qui sort de moi, de ma plume, de mon esprit, malade. Mais en tout cas, il y a des histoires qui me font rire, des histoires qui me font réfléchir, des musiques qui m'accrochent, qui accrochent ma tête et ma mémoire. Et j'ai du mal à l'analyser ça. Et c'est ça que j'espère être de l'art, parce que ça vient de je sais pas trop où, vraiment. Ouais. Ouais, tu vois, moi, ça, c'est un des éléments qui fait que je qualifie le métier de dev, donc de développeur, et non pas de Dave, le chanteur. Je suis très déçu, hein, il faut qu'on dise quand même. Moi, je croyais vraiment qu'on allait parler de Dave, mon ami. Ça aurait été, mais je sais vraiment pas si on peut faire 1 heure par semaine pendant 4 ans sur Dave. J'y incite parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette personne merveilleuse. À creuser. Donc, moi, une des raisons pour lesquelles je dis que le métier de dev est un métier d'artiste, c'est notamment pour ce côté d'inspiration, d'épiphanie presque. C'est-à-dire que on peut être amené, parfois on nous demande de coder une app, et pendant une journée on va coder un truc, ça fonctionne, mais on sent que c'est pas le truc qu'il fallait faire, et puis d'un coup tu as une espèce de révélation, d'épiphanie, qui peut te venir pendant que tu es dans ta douche, tu es en train de te coucher, en train de boire ton café ou de faire ta cuisine, je sais pas, et tu as une espèce d'idée qui te vient et tu te lances dans un truc d'écriture, donc tu réécris ton code, tu refais ton truc, et d'un coup tu as une app qui effectivement fonctionne mieux, qui est plus efficace, qui est sur un tas de critères plus ou moins personnels. Mais ça vient quasiment d'un coup, en fait. Alors, je ne sais pas s'il y a cette même part d'émotion, parce que toi, tu parlais quand même d'avoir un truc qui te vient et qui parfois te touche toi-même, que tu ne sais pas forcément recevoir. Nous, c'est peut-être un peu plus pragmatique, on va dire, comme épiphanie. Mais je retrouve, en tout cas, tu vois, cette émergence d'un coup, d'une idée. Et une de mes théories, c'est que cette capacité d'émergence, elle vient en fait d'un travail, entre guillemets, permanent, d'aller écouter ce que font les autres, de se renseigner, de s'acculturer, tu vois, de s'imprégner en fait d'autres sources. Et c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, pour permettre à d'autres d'apprendre de nouvelles technos. C'est aussi pour ça que je fais cette série spéciale. C'est aussi un moyen de s'enrichir d'autres métiers et d'autres façons de faire. Mais tu vois, moi, je pense que l'inspiration, c'est un truc qui se travaille. Est-ce que toi, tu as l'impression de travailler ton inspiration de manière volontaire, ou c'est juste que, comme c'est ta passion, tu le fais naturellement? Alors, je suis d'accord quand tu disais que va y avoir besoin d'écouter beaucoup de choses. Et moi, dans les périodes où avant un album, avant des périodes où je sais que je vais devoir écrire, ça passe vraiment par une période où j'écoute énormément de choses. Des choses que je ne connais pas, des choses différentes pour me bousculer, pour m'inspirer plus ou moins, au sens, il y a de temps en temps, et ça c'est mes codages de musicien, mais j'ai marqué, tiens, 6-7 enchaîné avec un do dièse mineur, voilà, et je vais avoir des petits bouts, et du reste, moi j'écris différemment aujourd'hui d'il y a quelques années, et c'est lié quelque part à l'outillage aussi. C'est que j'ai dans mon téléphone, évidemment, comme tout le monde, de multiples fonctions, dont la fonction dictaphone, et ça change beaucoup pour moi. C'est que quand j'ai une idée qui me paraît être intéressante, je l'enregistre. C'était pas du tout le cas avant. Quand j'écrivais plus jeune, je me répétais, je me jouais la chanson plusieurs fois. Quelque chose qui me venait en tête, je le jouais. Et si je m'en souvenais pas le lendemain, eh ben, c'est que c'était dans les limbes. Et ça partait. Et il y a beaucoup de chansons qui sont parties comme ça parce que je m'en souvenais pas. J'arrivais pas à la retraduire, ou si je la retraduisais, il y avait un truc qui manquait. Donc Et à l'inverse, aujourd'hui, il y a vraiment ce côté... J'enregistre des bouts de choses. Je suis en train de conduire, en train de faire rien, je suis à une table en train de parler des gens, puis d'un coup, paf, quelque chose arrive et je l'enregistre. Voilà. Et
Et après, je réécoute. Et il y a vraiment des choses dont on voit vraiment toutes les étapes. Et dans mon travail, il y a vraiment des petites maquettes. J'enregistre un truc. Et puis après, une maquette un petit peu mieux avec une guitare et où ça ressemble à quelque chose. Et jusqu'à ce qu'il y ait des paroles, une évolution. Et que ça même, ça figure sur un album ou avec des arrangements. Et donc, ça, c'est différent. Parce qu'avant, déjà, il y avait un tri de... Je n'avais que des chansons, et les gens d'ailleurs s'en plaignaient, qui s'accrochaient directement à la tête, à la mémoire, des petits vers de cerveau, comme on dit. Et aujourd'hui, je trouve vraiment qu'il y a des bons thèmes que je retrouve, et je les redécouvre, parce que je réécoute les enregistrements 6 mois, 1 an, parfois 5 ans plus tard. Et je me dis, ça, il y a moyen d'en faire quelque chose, c'est le bon moment. Et ce sont vraiment, pour le coup, des choses que j'enregistre moi à la voix. Tu vois. Donc il y a une mine d'or dans ton téléphone de trucs qui sont aux prémices de quelque chose. Alors, c'est à la fois une mine d'or et une mine de merde. Il y a vraiment les deux. Tu vois, vraiment, je veux resituer. Il y a vraiment de tout. En revanche, selon le moment, et c'est ça qui est marrant, et c'est là où il y a peut-être une part d'artistique aussi, c'est que le même morceau, et ça, j'y crois vraiment très fort, le même morceau, et là moi je parle pour la musique, mais ça peut être vrai dans plusieurs domaines. Mais selon le moment où tu vas le réécouter, c'est des choses qui sont là, je te dis, depuis 5 ans. Tu vas réécouter le morceau au bon endroit, au bon moment, avec une émotion qui fait que là tu te dis, ok, je l'ai, ça y est, c'est ça dont j'ai besoin, c'est sur ces paroles, ok, et tout vient d'un bloc. Et la plupart des bonnes chansons que j'ai écrites sont des chansons qui sont venues très rapidement, mais après des années de maturation. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait je l'ai pas fait volontairement, mais ça s'est trouvé comme ça. Il y a des chansons que tu réécris pendant 10 ans, tu travailles sur un thème, tu dis ça c'est un bon thème, je vais écrire, je cherche les paroles, je vais faire ça, plein de métaphores, je vais utiliser des mots. Et en fait, tu les joues et les gens t'écoutent et les yeux sont à regard, d'accord, sympa. Et une chanson, tu dis un truc qui te paraît juste, ça sonne, ça accroche, et tu le fais en une fois, et ça paye tout de suite. La plupart des chansons, plus j'ai écrit ça rapidement, dans le développement, dans la V1, on va dire, vraiment, mais couché rapidement, et ben tu te dis, là, c'est pas un hasard. C'est qu'il y a quelque chose qui se fait naturellement. Et qui correspond à une époque, qui correspond à... Oui, certainement, et à une facilité de... Tu sais ce qui sonne, en fait. Alors, je vais évidemment rapporter beaucoup de choses à la musique, aux mots, parce que ce sont des choses que moi je connais pas mal, en tout cas, que je pratique tous les jours. Mais les chansons trop compliquées, là où tu te fais tout un monde, tu te dis, ah ouais, je vais changer cette phrase-là, au lieu de dire néanmoins, je vais dire supputer que, et on s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est voilà, l'idée force que tu balades, et surtout que tu sois légitime dans ce que tu racontes. Voilà, ça c'est ça le plus important, et il faut que tu y crois. Et il y a des choses, quand tu chantes la chanson que tu y crois plus, les gens, ils y croient plus non plus. C'est pour ça qu'il y a des chansons... il faut pas faire une chanson forcément trop belle, trop simple. Il y a pas de règle. Ce qu'il faut, c'est que tu crois vraiment en ce que tu... faut que ça vienne du cœur. Faut que ce soit incarné. Ouais. Quoi. Et je l'ai vu avec des chanteurs qui chantaient des choses. Je me disais, mais c'est pas possible, mais c'est une connerie. Enfin, c'est nul. Et en fait, j'ai vu des chanteurs chanter des choses premier degré, mais avec une telle conviction, une telle force. Ils chantaient, oh là là, les parties, j'ai de la peine. Mais ils te le chantaient avec un tel premier degré, j'étais subjugué par la puissance du truc, parce qu'ils y croient vraiment. Ouais. Et en fait, cette force du premier degré, il faut faire un truc qui te touche vraiment, et il faut réussir, et c'est ça qui est plus dur selon le niveau auquel on fait les choses, mais il faut pouvoir le faire très rapidement. Il faut chanter. Nous, quand tu écris une chanson, le temps de la composer, de l'enregistrer, le temps que ça passe en arrangement, en enregistrement d'album, après la promotion, le machin, t'arrives des chansons, tu dis, ah ouais, de quoi elle parle déjà, celle-là, tu vois, certaines chansons, tu les as oubliées, quoi. Elles sont plus dans ton cœur, dans ta bouche. Et d'autres, parfois tu les redécouvres, et donc tu peux les sublimer, c'est super. Et d'autres, tu te dis, ah ouais, mais... En fait, moi, c'était il y a 2 ans. Ouais. Donc, c'est l'avantage de la chronique, quand tu fais une chanson comme ça, que tu sais que tu l'écris, et dans la semaine, elle est chantée.
dans les chansons qui se posent sur l'album, tu écris à long terme. Ce sont des choses que tu inscris dans le temps plus. Mais il faut bien réfléchir à ce que tu dis pour dire, voilà, dans 2 ans, il faut que je pense à la même chose. Et dans 10 ans, quand je la chanterai sur scène, parce que certaines sont des succès, il faut que tu y crois toujours. Moi, j'ai la chance que des chansons comme La Tristitude ou Le Café me font toujours marrer, si tu veux. J'y crois toujours quand je les chante. Je peux adapter quelques phrases, changer un petit peu selon l'envie ou l'expression. Mais enfin, en tout cas, les chansons restent à peu près les mêmes. Mais beaucoup de chanteurs, chanteuses sont piégés par le fait qu'ils ne se reconnaissent plus au bout de 20 ans en disant « Mais attends, ça c'était un délire, c'était une blague. » Ah bah ouais mec, mais t'as plus le choix en fait, c'est ta chanson, tu l'as sortie et les gens se raccrochent à ça. C'est un moment important pour le public qui vient te voir. Et donc t'as intérêt vraiment, une fois que t'as comment dire, une fois que tu as enregistré la chanson, qu'elle est sortie de toi, que tu l'as enregistrée, de te dire, est-ce que j'assume cette chanson pleinement? Est-ce que c'est bien moi? Est-ce que si je me projette de ce que je serai dans 10 ans, est-ce que je serai toujours prêt à la chanter et la défendre? Et je pense que c'est important de se poser la question pour dire, surtout parce que, et c'est ça la différence des développeurs. Les développeurs, t'es pas forcément là à devoir défendre ton projet. L'idée, c'est de faire vivre un projet sur le moment, que ça fonctionne. Et puis nous, on sait qu'en général, ton application, 3 ans après, elle sera complètement réécrite. Et obsolète. Voilà. Donc, la différence d'une chanson, c'est que elle peut être toujours d'actualité après ta mort. 1 an, 20 ans, en effet, après ta mort, et chantée par d'autres. Elle sera peut-être plus connue d'ailleurs, chantée par d'autres. C'est ça qui est un peu différent. C'est que tu inscris vraiment quelque chose dans le temps. Ouais. Et il est évident que la programmation d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que sera la programmation dans 5 ans, 10 ans. Les technologies, les machins sont différents. Une chanson, si elle est bonne, elle sera peut-être pas jouée avec les mêmes instruments, peut-être pas. Il y aura peut-être des voix avec plus de vocodeurs, peut-être plus de vocodeurs, ce sera plus la mode, on ne sait pas. En tout cas, il y a des chansons qui seront toujours chantées. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Et j'espère que mes chansons seront chantées quand moi je serai plus là. Mais ça change beaucoup de choses. C'est que ça t'engage dans l'avenir. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir sur ce que tu laisses, sur ce que tu dis aussi, le fond. Parce que quand tu laisses des conneries dans les chansons, quand tu laisses des fautes de français, quand tu laisses des machins, c'est une photo de toi et de ton écriture qui peut être téléportée dans très longtemps, quoi. Ouais. Sur cette notion aussi d'engagement que tu évoques, sur le fait qu'il faut que tu sois capable, 10 ans après, 20 ans après, de continuer à soutenir ta chanson. C'est vrai que ce qui est difficile dans ce métier que tu pratiques, c'est que moi, quand je vais à un concert, moi, je suis pas mélomane. C'est-à-dire que tu me files une flûte, à part faire un bruit de bateau ou de sirène de pompier, je ferai pas grand-chose. Très sympa, déjà. Alors, regarde le film. Non, mais tu vois, American Pie, il y a plein d'utilisations de la flûte qui sont très intéressantes. Alternatives, on dira. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'assiste à un concert, il y a sûrement plein de fausses notes, plein de faux raccords, de fautes de rythme que j'entends pas. Alors qu'un chanteur qui vient et qui chante sa chanson de manière très froide, très désincarné, très chirurgical, tu as envie de dire, c'est quelque chose de c'est propre techniquement, mais c'est pas incarné. Ça, tu le sens en fait, et c'est vrai que tu le détaches complètement, parce qu'en fait, l'émotion, pour le coup, tous les êtres humains, alors je vais pas dire sont experts du sujet, parce qu'on sait qu'il y a plus ou moins de capacité à gérer ses émotions, mais c'est un truc qu'on vit tous en fait, et que tu reçois le truc brut ou pas, quoi. Et c'est vrai que du coup, tu as une importance de mettre quelque chose que tout le monde quasiment sera capable de ressentir, quoi. Oui, mais et je te dirais en plus, c'est que ça dépend déjà là même de ce que l'artiste veut donner. Il y a des artistes qui sont incapables de se livrer complètement et franchement, tu as beaucoup d'artistes qui font des spectacles où tout est organisé. Il y a une timeline vraiment d'1h30 de A à Z, vraiment sur tout le concert. Tu commences, tu sais que tu vas chanter au bout de 7 secondes 5, tu vas dire un truc et tu diras la même chose à Strasbourg, à New York, à Pékin, où que tu joues, tu vas faire ton même truc. T'as pas les réactions des gens n'est même pas dans le retour. Ils ont des ear monitors, ils chantent et leur voix, parfois c'est même pas leur voix, elle est transformée, elle est vocodée, elle est tout ce que tu veux. Ils sont là, ils font un truc, un spectacle qui marche pas. En tout cas, c'est la même chose, voilà. Et c'est vraiment, je me bats un petit peu et je m'oppose à ça puisque j'essaie
de faire des chansons, un spectacle vivant, avec comme je disais, de certains mots qui changent, mais surtout certaines attitudes, et tu chantes pas tes chansons pareilles selon les soirs. J'essaie de donner la place au hasard, à la rencontre, et je crois que c'est ça aussi qui fait la magie après du live. Donc c'est la chanson il y a ce qu'elle est, hein, tu vois, et parfois il y a des bonnes chansons et tu les fais dans plein de conditions différentes et ça marche, il n'y a rien à dire et tout le monde prend son pied, c'est super. Et puis tu as d'autres chansons qui sont plus fragiles, et elles marchent super bien dans un certain contexte, moins dans d'autres. Tu te mets en vraie difficulté. Mais ce que je sais, c'est que moi, j'aime la vraie vie, j'aime m'entendre ce que me disent les gens quand ils m'invectivent, j'aime qu'il se passe quelque chose quand il y a une lumière qui marche plus, quand il y a un micro qui est en panne ou je sais pas quoi, mais te dire on a vécu quelque chose d'unique. Je me rappelle un souvenir, enfin, j'étais allé voir Paul McCartney, tu vois, un concert à Bercy en 93, et le meilleur moment du spectacle, c'est qu'il s'était planté sur Penny Lane. Il chantait Penny Lane. Et il avait raté la chanson. Wow, sorry. Et voilà, problème de parole. Il a repris la chanson. Mais putain, mais c'est merveilleux, quoi. Même Paul McCartney. Alors, c'est-à-dire qu'il est humain. C'est-à-dire qu'il a le droit de se planter, oui. Et en effet... c'est une chanson qu'il a pourtant interprétée pendant 30 ans en boucle. D'une part, et puis surtout, il n'a même pas besoin de l'interpréter, puisque s'il commence à jouer les accords, tout le monde toute la salle chante. Toute la salle chante, il n'y a même pas, c'est une messe permanente. Non, il s'est planté, voilà la refaire, je l'ai mal faite. Mais merci. C'est-à-dire alors quoi, on est tous humains alors. Même Paul McCartney, tu vois, et même la légende qu'il est, et je trouve que ça apprend beaucoup pour dire... Voilà, rien n'est grave. Tout est important, mais rien n'est grave. C'est-à-dire qu'il faut oser se livrer, il faut oser se mettre un peu ses tripes sur la table. Mais on a le droit de se planter, on est des êtres humains, donc l'erreur est en nous. Si on était tout parfait, ça se saurait depuis très longtemps. L'histoire a prouvé que non. Donc voilà, moi j'ai toujours eu horreur de l'image toute... lisse, limpide, ou même le mythe du super-héros, quoi. Ça ne me touche pas du tout. J'aime les gens imparfaits. Moi, je suis fan de Pierre Richard, pas de Superman, quoi. Tu vois, je veux des gens qui se plantent, qui tombent, qui essaient, mais qui font tout avec du cœur, quoi. Tu vois, voilà. Et quand je chante, c'est ce que j'espère faire. Donc, et c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ce risque aussi de l'artiste par rapport à l'artisan qui a des comptes à rendre. Si tu payes un artisan pour faire que ce soit une guitare de luthier ou un mur en placo ou demander voilà une belle pièce de bœuf, bon, et que le mec te dit ouais, j'ai essayé, je pars ici. Enfin non, mais je le sentais pas aujourd'hui. Non, l'artisan il a des comptes à rendre. L'artiste il essaie. Il essaie, il y a une inconnue qui est totalement là. Et je pense que... Et puis il y a la notion d'interprétation, parce que c'est vrai que tu vas sur ton boucher, tu lui dis je veux une côte de bœuf pour 5, et puis quand tu arrives, il te dit en fait, le bœuf je le sentais pas, je vous ai fait des saucisses pour 12. C'est ça, voilà. Oui, effectivement, non, exactement. C'est pas... T'as un compte à rendre quand t'es artisan. Moi, j'ai des comptes à rendre quand je suis en chroniqueur. Là, je suis un artisan, c'est pour ça que je te disais. C'est-à-dire que là, il faut que une chanson de telle durée qui fasse rire plutôt, qui parle un peu d'actualité, tant mieux, mais on se met d'accord avec le programmateur, le directeur, pour voilà ce qu'il attend, et je suis payé pour ça. Quand t'es artiste, ton album, il est moins bien que celui-là. Bah ouais, peut-être, ouais. Ah ouais, est-ce que du coup, sur ce travail de chroniqueur que t'as, est-ce que tu utilises du coup ces petits mémos vocaux que t'enregistres parfois, ou ça tu le gardes vraiment pour... Ok. Non, mais ça dépend de la portée de la chanson, ça dépend... Ça, je me dis, oula, c'est un hymne, c'est plus fort que juste une chanson chronique. Et à l'inverse, tu te dis, bah tiens, j'ai tel sujet, tiens, cette musique, t'apprends bien dessus, je vais essayer de mettre des mots. Mais c'est pour ça que je te dis, dans la mesure du possible, et ce que je préfère faire, et là où ça sonne bien de base, c'est quand tout arrive en même temps. T'as une phrase... un refrain qui se pose sur une mélodie, une rythmique,
Et quand tout arrive, tu te dis, ça sent bon. Mais c'est vrai sur les chroniques aussi. Je peux me servir de ça comme une chronique. Mais quand tout arrive en même temps, la chanson, il y a une forme de grâce, tu vois ce que je veux dire, qui est un truc qui sonne, en fait. Et en même temps, tout à l'heure, tu évoquais le fait que, et ça me rappelait une autre idée similaire, c'est que tu disais que tes meilleures chansons, elles sont venues d'un coup, mais après 5 ans de maturation. Qui a un côté, c'est-à-dire que tu l'écris effectivement en une journée, mais en fait, entre guillemets, il y a 5 ans de travail derrière. Ouais, il y a même plus de travail, mais en tout cas, tu dis sur ce sujet-là, tu as quand même mis beaucoup de choses bout à bout dans ta tête. Tu sais ce que tu veux dire globalement sur le sujet. Mais après, il y a toutes les années auparavant où tu as appris à faire des chansons, à poser telle syllabe forte sur tel mot. Et d'ailleurs, qui change, c'est pas une règle d'or. Tu vois, une manière de faire des chansons, tu vas avoir plein d'artistes différents, ils vont te donner des règles différentes de prosodie, de musicalité, et parce qu'on n'a pas les mêmes opinions sur la chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où moi je couche la chanson, je sais à peu près où je vais. Et surtout, j'ai besoin. Ce qui n'est pas vrai pour tout le monde, mais quand je commence la chanson, je sais où je veux aller globalement. J'ai un plan qui se fait dans ma tête. Mais du coup, le moment où tu fredonnes ton la sur la note vocale, à quel point est-ce que tu as déjà toute l'instru, toutes les paroles qui vont avec toi? Est-ce que c'est vraiment juste Non, c'est un truc qui sonne, c'est une ritournelle. Là, t'as le côté, tu te dis, ça je le sens bien. Ça je le sens bien. J'ai la petite étincelle qui fait que ça vaut le coup de bosser dans cette direction-là, parce que voilà. Et là, une fois que j'ai un truc qui revient, tu dis, est-ce que c'est un refrain, est-ce que c'est un début de couplet? Qu'est-ce que cette phrase m'évoque? Parce que parfois c'est juste une phrase qui sonne bien. Et là, tu dis, où est-ce que je peux aller avec ça? Est-ce que c'est juste un gag? C'est juste un gag, une phrase marrante? Ou alors au contraire, c'est une phrase parfois, il n'y a rien de marrant, hein, c'est juste ça sonne bien, quoi. Ouais. Et tu dis, ça, j'ai envie de... Pour schématiser, de temps en temps, tu vois, il y a cette chanson d'Alexis HK, je sais pas si tu connais, mais Alexis HK, c'est un chanteur français, et il y a une phrase de chanson qui est, je trouve, assez légendaire, qui dit « Ce que t'es belle quand j'ai bu ». Et typiquement, au moment où tu as cette phrase-là, tu dis « Ah putain, voilà, il y a plein de choses qui putain, ça ouvre sur, en effet, ces soirées où tu vas pas bien, où tu vas un petit peu forcer sur la bouteille, et tu as des choses qui te remontent, et tu t'attaches, et ce que les gens évoquent pour toi est un peu chamboulé à la fois par l'alcool, mais parce que tu t'abandonnes à réfléchir à ça. Et voilà. Et cette phrase est d'une puissance extraordinaire, parce que ça dit beaucoup de choses sur le couple, ça dit beaucoup de choses sur la solitude, sur la beauté. Je trouve que ça ouvre. C'est une phrase extraordinaire. Et tu te dis, ça pourrait être, tu vois... alors, c'est prétentieux de dire que je pourrais faire ce genre de phrase, mais je vois très bien, au moment où il a pu avoir l'idée, je pense tout de suite, je dis, ça c'est bien. Ouais. Ça c'est bien, c'est la bonne direction. Mais par contre, juste la phrase et le début du travail. C'est-à-dire qu'après, derrière, il a mis tout son savoir en musique, cette ritournelle. Je sais pas, mais va écouter la chanson que t'as, ce que t'es belle quand j'ai bu. Là, c'est très lancinant, c'est une petite valse comme ça qui tourne. C'est très chanson française des années 2000, hein, tu vois. Donc, il y avait une vraie écoute et ça lui a permis d'être toujours aujourd'hui, d'avoir une jolie carrière. Mais cette chanson a quelque chose de très, très puissant. Ce que je trouve vraiment fascinant en fait dans ce que tu racontes, si je prends le parallèle avec notre métier, nous côté tech, dans la tech, tu le sais très certainement, il y a plein de techno, il y a plein de trucs différents qu'il faut réussir à assembler en fait pour réussir à créer une application ou un service qui fonctionne correctement. Mais enfin, tu vois, tu as des domaines qui sont assez précis. Quand je regarde, toi aujourd'hui, quand tu composes ou quand je regarde ce que tu fais en concert, tu composes au final pour plusieurs instruments. Et on peut inclure peut-être la voix aussi, enfin les paroles dans cette notion d'instrument. Donc tu arrives à mettre tout ça en musique, c'est le mot, en plus ça c'est la phrase.
Mais ce que je trouve assez fascinant, c'est ce que tu racontes, qu'en fait, d'un coup, il y a soit une phrase, soit un mot, soit un air, et tu vas construire tout ça autour. C'est-à-dire que c'est pas enfin, de ce que je comprends, en tout cas, de ce que tu as raconté, c'est-à-dire que potentiellement, effectivement, cette chanson est venue de cette phrase, et tout après, tu as été construit pour donner sens et donner vie à ces quelques mots mis ensemble. Mais tu vois, je trouve ça assez fou de dire que tu pars d'un tout petit truc, entre guillemets, pour lui donner du coup des corps, en fait, avec tout un ensemble de cordes différentes, d'accessoires différents. Toi, du coup, tu as une expertise sur tous ces instruments. Tu vois, comment tu composes un truc avec autant d'instruments, autant de parties prenantes? Comment tu arrives à un ensemble aussi cohérent, aussi construit? Alors, il y a plusieurs étapes, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai écrites de A à Z, où tu arrives avec une idée, et puis tu as les arrangements qui viennent, et puis donc, quand tu es en studio, tu écris tout, tu poses des choses. Maintenant, dans mon métier, comme dans beaucoup de métiers, il y a beaucoup de politique. Et quand tu pars avec une équipe de musiciens, et que tu es avec une prod, un manager, un ingé son, des éditeurs, il y a tout un tas de gens qui vont donner leur avis au fur et à mesure. Et tu n'auras jamais autant d'expertise que dans notre métier, parce que tout le monde essaie de mettre son petit grain de sel avec son ressenti. Et sur une chanson, des gens vont dire, ah là, cette chanson-là, c'est des cuivres, quoi. Vraiment, il faut que tu mettes des cuivres. L'autre va dire, ah là, cette chanson-là, c'est la contrebasse, quoi. C'est vraiment... Cette chanson-là, c'est a cappella, quoi. Et donc, tu dois gérer un peu avec tout ça. Parfois, tu tiens, ton idée est forte, tu sais à peu près ce que tu as, et parfois, tu sais pas exactement. Tu dis, j'ai cette idée-là, cette chanson-là, je sais pas exactement où je vais. Et c'est là où tu fais appel, d'ailleurs, sur les albums, à ce qu'on appelle un réalisateur. Un réalisateur, c'est quelqu'un qui garantit, on va dire, la cohérence artistique, qui va donner une couleur à l'album. Moi, j'ai fait en gros, un réalisateur par album, donc il y a des couleurs qui peuvent être assez différentes. Globalement, ce que j'ai fait dans ma carrière n'est pas si différent que ça. On a une vraie... enfin, en tout cas, en musique, il y a une vraie ligne directrice. Maintenant... Donc cette ligne directrice, c'est à peu près moi. C'est ce que mes chansons, c'est un style musique. Tu vas pas faire du classique si le mec arrive avec du hard. Mais c'est possible. C'est possible. Un réalisateur peut dire oublie tes guitares électriques. Là, on va faire un truc un peu jazzy. Je l'oublie. Et parfois c'est du génie. Parfois c'est du génie. Tu te dis mais bien sûr. Enfin tu vois. Parfois c'est du hasard. Tu te dis là il manque l'instrument. Enfin tu vois la légende. La flûte dans le morceau il est 5h, Paris s'éveille, c'est un hasard. C'est le mec qui était dans le studio d'à côté, il nous manque quelque chose. Tiens, il joue la flûte, tu veux pas venir? Il fait ça, il pose ça. Et tout le monde est subjugué. Voilà, c'est le hasard. La voix sur Pink Floyd, tu sais, Dark Side of the Moon, ce morceau, ça va. La fille chante, etc. Bon, c'est la fille qui chante dans le studio d'à côté, elle vient faire les chœurs. Et les mecs sont scotchés et c'est du génie. Et voilà. Bon, il y a des hasards comme ça. Et ça, c'est... Est-ce que c'est du génie ou est-ce que c'est du hasard? Enfin, c'est marrant cette... parce qu'il y a un vrai côté hasard, du coup, est-ce que c'est... Oui, mais c'est quelqu'un qui est venu porter son génie, son talent. Et c'est Trip, du coup, enfin, qui est venu délivrer un truc. Et puis emmener un morceau là où non seulement... il n'était pas du tout avant, et surtout, c'est que là, pour ces morceaux dont je parle, ça s'inscrit dans une légende de la musique. Je veux dire, ce sont des morceaux qui seront dans toutes les mémoires pour toujours. Et tu dis, bah là, c'est parfait. Mais c'était pas pensé comme ça. Et donc, moi, il y a une partie, là pour le coup, eh bien, je dirais de artisanat. On essaie de bricoler quelque chose sur le moment. Le studio, c'est beaucoup de l'artisanat. On essaie. Il nous manque quelque chose. Tiens, ça va pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tiens, t'as essayé de mettre du xylophone. Tiens, t'as essayé de mettre du tambourin. Enfin, tu vois, t'essaies. Et parfois, tu as le truc qui te vient dès le début. Au moment où tu enregistres la chanson, tu dis, bah voilà, là, j'entends une contrebasse, des claquements de doigts. Et c'est parfait. Parfois d'autres, eh ben, c'est du travail, c'est de l'expertise, c'est... Le réalisateur dont je te parle sait que on va peut-être pas se perdre du temps à essayer de mettre une contrebasse à l'archer en même temps qu'une scie musicale et puis des chœurs, comme pas des chœurs mais des flûtes tibétaines, des
hardcore tibétain en disant ça va être lourd, ça va être un peu lourd. Et donc, on va gagner du temps et on va peut-être pas essayer ça. On va peut-être plutôt aller sur un truc un peu plus comme ça parce que ton album, globalement, il est comme ça. Et donc, tu gagnes du temps au gré du talent, de l'expertise de chacun. Mais vraiment, ce que je dis, c'est la théorie. Ouais. Puisque tu as des morceaux dans l'histoire où tu te dis jamais j'aurais fait ça en studio, et c'est du génie, et c'est merveilleux, et c'est ce qu'il fallait. Tu vois, tu dis il n'y a pas besoin d'avoir rien d'autre. Tu vois, des morceaux Fever, tu sais, doum, 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 doum. Voilà, contrebasse. Je crois qu'il y a même pas une batterie, c'est quelques percussions sur les tomes, une voix, et voilà. Et ça transpire le groove, ça sonne, il n'y a rien à faire, c'est bien, c'est magique, tu nous réveilles la belle pièce, et voilà. Et tu te dis, ce morceau-là, tu aurais pu mettre plein d'instruments, des cordes, des guitares, des machins, des cordes, des guitares, des machins, et ça aurait été peut-être beaucoup plus lourd, moins... Voilà, c'est la bonne inspiration, le bon truc au bon moment. Tu vois, Walk on the Wild Side de Lou Reed, tu vois, une basse qui fait tout le temps ce truc. Doum, doum, doum. Voilà, et ça sonne, et ça, il n'y a pas besoin d'autre chose. On est bien. Ouais. Voilà. Et ça, c'est ouais, c'est certainement un mélange de hasard et de talent d'écoute, en fait. Savoir écouter le truc au moment en disant ça, là, on est bien. T'as eu un moment tout à l'heure quand tu parlais de ce que le réalisateur et toutes les personnes qui contribuent à un album vont apporter. T'as dit que tu te reposes sur le talent et l'expertise. Et ce choix de ces deux mots, il est intéressant, tu vois, parce qu'il y a le talent, on a l'impression que c'est quelque chose d'inné, c'est-à-dire que c'est quelque chose que les gens ont ou n'ont pas. Et t'as forcément un talent quelque part. Hein. Ça, moi, je suis persuadé que tout le monde a un talent. Il faut juste trouver dans quoi il s'exprime, parce que moi, clairement, c'est pas la flûte. Je suis meilleur avec un clavier d'ordinateur qu'avec un clavier de piano. L'expertise, c'est vraiment quelque chose que tu peux travailler. La question un peu bateau, ce serait à quel point est-ce que l'expertise peut compenser le talent et inversement. C'est-à-dire que, à mon sens, il faut que l'expertise, elle commence par juger tes propres compétences. Il faut que ça passe par là à un moment. Te dire, là, je crois que je suis pas trop mauvais là-dedans. Et il faut être cru dans le jugement que tu as par rapport à toi-même pour dire, quand je dis cru, c'est être objectif. C'est de dire, là, quand je fais ça, je crois que je suis assez bon. Et quand je fais ça, je crois que je suis assez pas bon. Je crois que ça sonne pas et je ne sais pas faire. Et si tu arrives à... Et il y a des gens, attention, hein, c'est très compliqué d'arriver à ça, parce qu'il y a des gens qui vont dire exactement le contraire. Ah, moi, je crois que j'ai un talent pour peindre. Par contre, je sais pas quoi, l'ordinateur, c'est pas mon truc. Et à l'inverse, tu vas aller voir, tu vas dire exactement l'inverse. Tu vois, donc, c'est compliqué d'être objectif. Mais je crois qu'il faut être cru, il faut croire en soi-même, mais il faut le faire dans le bon sens. Moi, j'ai toujours dit que j'avais de l'imagination. Je crois que j'ai beaucoup d'imagination. Je sais penser, inventer des trucs, et j'ai la chance, voilà, de pouvoir écrire tout ça et le traduire en chanson. Et j'ai vu très vite, moi, mon rêve, c'était d'être footballeur. Comme beaucoup de... Voilà. Mais sauf que j'ai eu la chance, c'est que j'étais nul. Et j'étais le dernier dans la cour, à l'école. Ça marchait pas. Et tant mieux, parce que... Arrivé au moment où je me suis mis à faire de la musique et je voyais que tout de suite je touchais un instrument, j'arrivais à reproduire des trucs, l'oreille ça marchait bien, et quand tu persistes et tu dis bah ouais, j'ai quand même une meilleure oreille que les autres, et tu fais la musique un peu plus loin, tu fais la fac, tu fais des groupes, et tu dis ouais, c'est quand même moi qui est quand même j'entends des trucs que les autres n'entendent pas. Et attention, quand je te dis ça, c'est j'étais pas forcément le plus grand des techniciens, j'étais pas par exemple, les solos guitare, j'ai jamais su faire. J'essayais, c'est pas mon truc. Mais voilà, je fais régler, je gagne du temps. C'est pas mon truc. Alors que le fait d'écrire, d'entendre les harmonies, c'est vrai que tu me fais entendre une chanson que je connais pas, je peux t'écrire toutes les notes qui sont jouées. J'ai une espèce de feuille. Ça, je savais que j'avais ça. Et à la base, je ne l'ai pas travaillé plus que ça. J'avais une prédisposition. Et donc, je suis allé dans ce sens. J'ai écouté mon truc. Donc, entre mon imagination et les harmonies, j'ai écrit des chansons et ça allait bien. Mais c'est vrai que mon rêve de gosse, c'était d'être footballeur. Et j'étais
Voilà, c'était réglé. J'ai eu la chance de ne pas pouvoir y croire parce que j'étais nul, vraiment. Maintenant, ça me fait de la peine quand des gens que je connais, des gens que j'aime, justement, ne se voient pas toujours comme tout le monde les voit. Ils ne voient pas le talent qu'ils ont. Et parfois, il n'y a rien à faire. Hein. Et je te dis ça sur des gens très proches de moi, genre dont je serais le père ou quoi. T'as des gens qui ont des vrais talents dans la vie, des dons, et qui ne les entendent pas, qui ne sont pas sensibles à ça, et qui rêvent d'être quelque chose d'autre. Qui passent un peu à côté d'eux-mêmes, du coup, quasiment. Oui et non, c'est-à-dire que ce sont des choix. Tu opères des choix en disant je vais plutôt galérer dans un domaine pour lequel j'ai pas de facilité. Ça veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas. Bien sûr. Ça veut dire que t'as pas le truc comme ça. Et t'as des gens, il y a rien à faire. Ils touchent à un domaine, ils sont bons, quoi. Il y a rien à faire. Ça peut être pour un sport, pour un art, des mathématiques, un truc, la lecture. Enfin, peu importe le domaine de la programmation. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens qui comprennent des choses, qui ont les bons réflexes, qui ont qui développent un talent, mais qui ne savent pas le voir. Et ça me rend triste. Le plus important, je pense, c'est de savoir être à l'écoute, presque d'un hasard, parce que ça, il y a des choses, tu n'y peux rien. Et en revanche, il y a l'égout, c'est ce que tu aimes, et tu dis, j'ai envie vraiment d'aller dans ce sens. Et moi, je vois des gens en musique, tu vois, qui disent, voilà, je veux être chanteur, je veux être musicien. Tu les regardes et tu te dis, bon courage, mec, mais ça va être chaud, parce que t'as rien, pas, il n'y a pas d'étincelle quand tu joues, t'écris rien mais par contre, ouais, je comprends que ça puisse attirer comme milieu, mais là, c'est pas pour toi. Non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Comme si moi, je me mettais à faire la programmation. Tu sais, tu me regarderais gentiment. Mais si ça se trouve, tu arriverais super bien. Écoute, je te rassure, vraiment, c'est pas ta voix. Alors, j'irai même plus loin, c'est que je pense que je ne suis pas fait pour les ordinateurs eux-mêmes. C'est-à-dire que j'ai vu des choses qui m'ont... Pareil, j'ai une certaine objectivité, je crois, sur ce que je peux faire, pas faire. Mais vraiment, j'ai vu des ordinateurs, les mecs qui étaient tout contents de me montrer des systèmes. Ils me disent, ça fait 15 ans que l'ordinateur s'est pas éteint, ça a jamais planté, c'est sous Linux et machin. Et t'arrives, je rentre dans la pièce et on l'a bu. Et les mecs te regardent. Mais quand je dis ça, c'est pas une fois. C'est-à-dire que mes ordinateurs font des trucs que les autres ne font pas. C'est-à-dire que je crois, tu sais, qu'on dégage tous un truc... une charge électrique, tu sais, on a en nous... et je crois que j'ai un truc qui ne fonctionne pas avec les ordinateurs. Mais je l'ai accepté très vite. Aujourd'hui, je sais que tout ce qui est cloud, c'est pas pour moi. Il y a des virus, des machins qui se mettent... les mecs de l'ordinateur, je suis allé 1000 fois dans les Apple Store pour essayer les mecs du Genius Bar qui disent je sais pas, j'arrive pas. Et j'ai eu un associé sur une aventure de création de boîte précédente. J'avais un associé qui était un peu comme ça, c'est-à-dire que à chaque fois que je faisais tester un truc, à chaque fois il arrivait à me faire le truc où ça marchait pas en fait. Et du coup c'était le testeur idéal. C'est ça. Parce qu'en fait tous les cas qui ne fonctionnaient bug, pas, c'est ça, ouais. je savais qu'il allait les trouver. Ça c'est donc, bien. Si ça passait le test avec lui, je savais qu'on était à peu près safe sur la suite, quoi. Mais c'est intéressant, mais tu vois, en effet, moi je crois qu'il y a une forme de paresse dans la réussite, c'est de dire dans quel domaine je me sens bien, dans quel domaine je vois que ça marche, ça fonctionne, et naturellement de se dire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail derrière. Ouais. Attention, mais c'est de dire quitte à travailler, autant que ce soit un domaine rentable, et de ne pas d'être tout le temps à la ramasse, à la traîne, de rien comprendre. Il n'y a pas quelqu'un très intelligent qui avait dit un truc comme le talent, c'est un mélange de travail et de chance. Il n'y a pas un truc comme ça Oui, certainement. Certainement. J'ai pas cette citation, mais oui, il doit y avoir ça. Mais en tout cas, voilà. Mais pour les métiers, je crois que c'est Orelsan qui a dit un truc qui est pas mal déjà sur le métier, pour dire si tu veux savoir pourquoi t'es fait, réfléchis à ce que tu serais prêt à faire gratos et sans être payé. Si t'es prêt à faire ça déjà sans être payé, tu te dis là, tu devrais pouvoir avoir une vraie chance de réussite. Mais
Mais c'est encore autre chose que le talent, ouais. Mais en tout cas, oui, et quand je te disais tout à l'heure sur la notion de politique dans tout ce qu'on fait, c'est que moi, je sais qu'à tous les niveaux, tu dois faire plaisir, évidemment, aux réalisateurs, à la production, aux musiciens. Tout le monde met sa petite touche dans les créations pour arriver au résultat final. Tu n'es pas... attention, il y a des gens qui peuvent l'être. Il y a des gens qui contrôlent tout le temps, qui sont pas forcément faciles à gérer, qui sont un peu chiants dans leur truc. Mais tu peux avoir des vrais génies là-dedans qui maîtrisent tout. Moi, je suis dans un système où je dis, voilà, quand une personne rentre, je vais quand même écouter ce qu'elle a à dire. Et surtout, de temps en temps, c'est vraiment judicieux, c'est intéressant. Et je ne maîtrise pas tous les degrés. Moi, je suis pas je crois que j'écris des bonnes chansons, mais tu vois, en arrangement, il y a plein de choses que... Et puis j'ai un goût vraiment à l'ancienne. Pour moi, Dave, c'est le chanteur Dave. Tu vois, c'est pas un développeur. Donc, je sais que si tu veux faire des chansons un peu qui sonnent un petit peu, j'ai besoin de me faire conseiller par des gens qui ont un peu plus notion de ce qui se fait maintenant, de comment... Donc, je suis très à l'écoute aussi des gens autour de moi, des musiciens, ouais, des prods... pour essayer de faire quelque chose qui soit plus seulement une œuvre de moi, qui soit une œuvre de groupe, quoi, un petit peu. Ouais. Ce serait quoi les différences principales dans ton travail de création entre les chroniques que tu fais pour Rire et Chanson, donc qui ont été quotidiennes, mais qui sont maintenant donc, hebdo, c'est ça ? Ouais. Entre le travail de création d'un album et d'un concert ? Déjà, pour moi, les albums, c'est uniquement c'est de la chanson, quoi. Donc, l'idée, c'est que chaque chanson puisse être non seulement écoutée. Alors moi, mon travail, c'est drôle, c'est presque le contraire des autres, mais je veux que mes chansons, elles puissent être pas juste écoutées, mais aussi entendues, au sens... comme naturellement quand les gens écoutent des chansons de moi, tu te dis tiens, va y avoir une connerie dans les paroles, il va y avoir des blagues et tout ça, va y avoir des petits trucs cachés. Donc les gens qui savent ce que je fais de base vont avoir tendance à tendre l'oreille et en rigolant un peu sur les paroles. Moi, mon but, c'est justement qu'elles puissent être entendues et passer derrière en fond sans se dire forcément ah tiens, qu'est-ce qu'il veut dire, que ce soit juste aussi la musique agréable, que ça puisse être un fond sonore. C'est ça le paradoxe, alors que tous les autres se battent plutôt pour le contraire. Et je veux que mes chansons puissent être comme d'autres chansons et de se dire, tiens, c'est pas de la chanson humoristique, c'est pas de la chanson comme si c'est de la chanson, voilà, point barre, j'aimerais juste être vu comme tout le monde, quoi. Bon, déjà, et ensuite, sur les albums, le fait de s'inscrire dans le temps, c'est de se dire, est-ce que je serais toujours capable d'écouter ce genre de choses dans, ce qu'on disait tout à l'heure, 1 an, 10 ans, 20 ans, 100 ans. Est-ce que je croirais toujours? Donc là, par exemple, j'essaie, moi, de limiter dans l'écriture, et ça a été un vrai travail sur des chansons comme La Tristitude, d'essayer de baser tout ce qui est daté. Toutes les vannes où tu dis, mais attends, mais ce sera... Qui sera cette personne dans 2 ans, et je le vois, hein, quand j'écris La Tristitude en chronique sur Europe 1 il y a 10 ans, je relis des chansons, je ne sais pas de quoi je parle. La Tristitude, c'est quand Philippe Boulet dit mais de quoi tu parles, quoi? Mais c'est quoi je ne sais pas quel était l'événement médiatique du moment, et ça a pu faire rire les gens à l'époque. Je sais pas, je m'en fous de ça, j'ai pas envie d'écrire une chanson jetable, quoi. J'ai envie de chansons qui puissent vivre sans moi, quoi, qui puisse être chanté par d'autres, et ça c'est important. Alors qu'à l'inverse, un concert, le but c'est de passer un moment merveilleux sur l'instant, et ça peut être entre guillemets très jetable, c'est-à-dire que l'idée c'est que les gens aient des étoiles dans les yeux, qu'on partage un truc très fort sur 2 heures, quoi. Et donc c'est pour ça que je me suis toujours dit, les musiciens, faut pas que ce soit juste des musiciens qui jouent, faut qu'ils soient aussi comédiens, qu'ils interviennent, qu'ils aient leur mot à dire. Et j'ai construit le concert comme un spectacle, et ça c'est vrai que ça a été ma marque de fabrique depuis toujours, de dire ouais, il se passe quelque chose vraiment sur scène.
Mais du coup, tu construis le concert en te basant sur un album où l'ensemble de tes albums ou de ta capacité créatrice viennent alimenter ta capacité à créer un spectacle. Et du coup, est-ce qu'il y en a un qui alimente l'autre ou il y en a un qui est vraiment basé sur l'autre? Il y a une histoire bête de promotion. Quand tu sors un album, tu te dis, on va essayer quand même de jouer des chansons de cet album-là, on va essayer de le défendre sur scène pour dire, voilà ce qu'on vient d'enregistrer. Il y a des bonnes choses dedans parce que, évidemment, toi, tu es dans cette phase-là. Maintenant, je sais aussi pourquoi les gens viennent sur scène et me voir pourquoi les salles sont pleines. C'est parce que il y a un passif et qu'il y a 2-3 chansons créées avant. Et je suis assez en colère contre les artistes qui... des gens comme Radiohead vont dire on va pas encore jouer on va pas jouer Creep, ce serait trop simple. Ouais, mais mec, à la base n'oublie pas que si l'album OK Computer a été, c'est parce qu'il y a une histoire du groupe et que la chanson, les gens la chantent toujours, l'aiment toujours, et que c'est pas une chanson honteuse. C'est pas le morceau le plus fou en termes de composition, mais c'est un morceau juste à tomber par terre. Et surtout, tout le monde a une histoire accrochée à ça. Donc, je suis assez à l'écoute de ce que aussi les gens ont envie d'entendre et pourquoi ils viennent me voir en spectacle. Donc, je sais qu'il y a des chansons, La Tristitude, Le Café, et même de vieilles chansons, Nathalie, Mon Amant Jamji, Raoul, Mon Pitbull, tout ça, qui sont vraiment réclamées par les gens. Et je suis assez sensible à ça parce que je me dis, je suis fier. Je suis fier d'avoir laissé des chansons. Après, je peux pas tout jouer. Un concert, on va jouer quoi, 20 chansons, allez, 25 quand on est très chaud, mais... Parce que tu vois, tout à l'heure, tu nous disais que c'est important, quand tu crées quelque chose dans un album, de pouvoir l'incarner encore plusieurs années après. Ouais. Au final, Radiohead, qui veut plus interpréter Creep, c'est peut-être aussi une façon de dire qu'ils n'incarnent plus ce qu'ils étaient à l'époque. Donc c'est peut-être aussi une manière de dire maintenant, ok, cette chanson elle est à vous en faites ce que vous voulez, mais nous c'est plus nous. Je comprends ce que tu dis sur ce point de vue-là. Maintenant, je pense qu'il y a des moyens de réhabiter ces vieux titres. Tu vois, moi, par exemple, La Tristitude, j'en ai fait une V2, même une V3, tu vois, pour dire... Tu l'as beaucoup travaillé au travers de tes chroniques. Oui, mais je te dirais... C'était une quotidienne, pareil, La Tristitude, je crois, sur... Non, je l'ai fait... Non, c'était hebdomadaire. Ok. Ce qui est déjà quand même un gros taf. Mais... Surtout que c'est dur à écrire, La Tristitude, mais bon. En tout cas, je voulais me surprendre moi-même, surprendre les gens avec... ne pas en faire qu'une chanson que tu chantes par cœur, d'avoir les petites vannes qui surprennent, tu vois, pour que tu restes à l'écoute, qu'il y ait encore le rire, parce que le but de la chanson est de faire rire, là, pour le coup. Maintenant, il y a des chansons pour lesquelles tu te dis, je peux me permettre de changer un petit bout des paroles, de rajouter un passage qui n'était pas, de jouer avec et de faire un événement particulier pour le live, mais pour y croire encore. Mais si je me décidais complètement de faire un nouvel album jazz électro, je sais pas quoi, parce que je dis c'est mon nouveau trip, j'adore ça, et que les gens viennent en spectacle et viennent pour voir un truc, très vite il y a une fracture qui se fait. Si les gens ne sont pas là pour voir la même chose, ça complique. J'essaie d'être clair parce que moi je fais des spectacles aussi en parallèle, plus tournés vers l'humour. Là, un nouveau spectacle, c'est Traqueur de nazis et il n'y a pas de chanson ancienne. C'est un nouveau spectacle. On parle d'autre chose. C'est certes pour faire rire, mais c'est vraiment. Et t'as des gens qui sont encore dans la salle pour dire vous n'avez pas joué à Tristitude. Non, oui, en effet, là c'est un autre spectacle. Tu vois, j'essaie d'être clair dans les annonces de ce que... Parce que c'est que tu as des gens qui te suivent quoi qu'il arrive, il y a peut-être de ça aussi. Oui, mais j'essaie de bien dire, là, vous venez voir quelque chose d'autre. Presque, c'est comme si c'était même pas mon nom, Oldelaf. C'est presque autre chose. Là, en l'occurrence, c'est Oldelaf et Arnaud Joyet. On va parler d'un autre sujet. On va faire... C'est un spectacle qui se tient. Il y a de nouvelles chansons, mais c'est un bloc, tu vois. Alors que si vous venez me voir, Oldelaf, en concert, en spectacle, là... je joue le jeu de dire voilà, j'ai un nouvel album qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais en tout cas c'est pas celui-là que vous allez voir. J'essaie de faire
un mélange cohérent qui peut varier, mais en tout cas qui répond à mes envies, moi, et puis aux envies aussi des gens. Ouais. Ok. Pour terminer, parce que je vois que l'heure tourne, quand on a commencé la discussion, je t'ai demandé si c'était plutôt artisan ou artiste, et ta première réponse c'était, avant de me définir, je préfère parler de qui je suis. Alors tu nous as dit beaucoup de choses pendant toute ces 7 heures sur comment tu travailles, et au final, tu t'es beaucoup livré sur beaucoup d'éléments. Mais du coup, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, Oldelaf ? Je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance, parce que je fais le métier dont je rêvais presque, parce que j'ai pas pu être footballeur parce que j'étais nul. Mais en revanche, je crois que la chanson a toujours compté, l'humour aussi, et j'ai réussi à faire quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, quand je regarde vers le passé, je suis fier. Je suis très fier. Donc, je crois que voilà, je suis quelqu'un qui a de la chance. Voilà, parce que j'ai pu faire quelque chose que j'aime toujours, des années après, et que je suis aimé dans ce que je fais. Donc ça, mais quel bonheur. Je suis aimé, je suis reconnu par mes pairs, je suis reconnu par le public, et que je peux en vivre bien. Je fais une famille, et donc j'ai plein de chance pour plein de raisons. J'ai une vie vraiment que je souhaite à tout le monde, parce que j'avais des gens très aimants autour de moi, et puis j'ai vécu des choses tellement marrantes, tellement cool. Donc je crois que je suis quelqu'un qui se réjouit un petit peu des choses, et j'essaie de partager en tout cas la chance que j'ai eue au travers de mes chansons. J'essaie de faire partager ça avec le plus grand nombre, d'apporter un peu de bonheur dans ce que je fais, parce que je suis un privilégié absolu. C'est pas un privilégié dans le sens où j'étais pas un milieu très riche, mais juste voilà, confortable, normal, on va dire, et j'ai pas eu mon souci en tout cas des sous. J'ai eu la chance dans l'amour, et j'ai eu la chance dans la bonne humeur, dans la réussite de ce projet un peu fou, parce que quand j'étais jeune, en effet, moi je rêvais d'être musicien très vite, et les gens me disaient oui, voilà, t'aimes bien la musique, mais voilà, il va falloir réfléchir à faire un vrai métier. Le fameux vrai métier. Et en fait, beaucoup de gens sont venus me revoir après en me disant mais putain, mais en fait, bravo, on est hyper fiers, parce que on se rend compte que on a le droit de rêver de temps en temps. C'est que t'es la preuve que ce qu'on dit est pas toujours vrai. C'est qu'il faut aussi croire et se battre pour, tu vois. Mais c'est vrai que voilà. Donc en tout cas, je crois que je suis quelqu'un qui a la chance de fédérer, voilà, d'emmener des gens, donc soit dans le public, dans ma bande, d'emmener les gens dans des endroits vraiment chouettes. Et maintenant, te dire est-ce que c'est de l'art ou de l'artisanat, j'espère que c'est de l'art. Je crois, je me rassure en me disant oui, que ça en est, parce que je me laisse guider, je me laisse surprendre. Je crois qu'il y a des choses qui voilà, qui resteront un petit peu, je crois bien, et que moi, au milieu de cet art, j'essaie de faire les choses avec le sérieux et l'acharnement d'un artisan, parce que je travaille beaucoup. Ça là-dessus, je suis pas j'ai travaillé comme un fou depuis toujours, la musique, et puis l'écriture, j'arrête jamais. Donc au moins j'estime que je mérite ce qui m'arrive aussi. Okay. Parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu de la chance, bien sûr, mais je mérite aussi ce qui m'arrive. Ouais. Canon. Merci beaucoup, Oldelaf. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vais vous mettre plein de liens vers les différentes productions de Oldelaf si vous ne le connaissez pas encore, si vous avez le malheur de ne pas le connaître encore. Je vous remercie du coup de participer à cette série d'été un petit peu spéciale. J'espère que ça vous appréciez découvrir ces différents métiers. On se retrouvera à la rentrée avec Benoît du podcast Artisan Développeur pour essayer de faire un peu une synthèse et répondre à la question est-ce que le métier de dev est un métier d'artiste ou d'artisan.
En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances ou un très bel été si vous n'avez pas de vacances. Et surtout, écoutez du Dave. Et surtout, écoutez du Dave aussi pour compenser avec le Dev. Moi, je vous retrouve à la rentrée et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.